Imaginez passer des années à lutter pour vos rêves, atteindre enfin ce moment parfait de votre mariage, pour le voir brisé par la personne en qui vous aviez le plus confiance. Que feriez-vous si votre propre sœur gâchait votre grand jour, détruisait votre gâteau de mariage et vous forçait à choisir? Préserver la paix ou enfin tirer un trait? C'est une histoire vraie sur la famille, les limites et ce qui arrive quand on décide d'arrêter de réparer les dégâts causés par les autres. Si vous avez déjà été responsable, soutenant constamment ceux qui semblent ne jamais apprendre, vous voudrez sûrement savoir comment cela s'est terminé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter la façon dont vous gériez une situation comme celle-ci et de suivre la chaîne pour entendre d'autres histoires incroyables et réelles, car parfois, la plus grande liberté vient de tout laisser brûler et de s'éloigner pour de bon. Le jour de mon mariage, ma sœur a fait une scène en fracassant mon gâteau de champagne et en criant « Voilà ce que tu mérites pour avoir agi comme si tu étais meilleur ». Ma mère l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle avait juste besoin de se défouler. Je n'ai rien dit. Plus tard dans la soirée, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai retiré l'acompte que j'avais versé pour ses études, j'ai gelé le bail de l'appartement cosigné, et le lendemain à 8h40, elle a appris la vraie nouvelle. C'est fou comme un seul instant peut bouleverser tous les souvenirs qu'on croyait solides. Le 3 août était censé être le plus beau jour de ma vie. Il y avait 43 invités, un doux fond sonore de jazz et la salle était parfaitement éclairée. Ma fiancée, Émilie, semblait tout droit sortie d'un rêve. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant des années. Des missions de conseil, de longs vols, des nuits sur les bancs d'aéroport, des salaires sous-payés juste pour rester dans le coup. J'avais enfin réussi. Je pensais pouvoir, pour une fois, célébrer ce succès. Mais Bethany ne le voyait pas du même œil. Elle est arrivée en retard, ce qui aurait dû être mon premier indice. La cérémonie était déjà terminée. Elle est entrée en trombe, vêtue d'une robe dos nu dorée, comme pour un bal de promo. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas souri. Elle a juste pris une coupe de champagne et s'est installée dans un coin. Quand j'ai croisé son regard, elle m'a regardé droit dans les yeux, comme si j'étais une étrangère. Pour n'importe qui d'autre, on aurait pu croire qu'elle était simplement maussade, mais je connaissais Bethany. Ce silence n'était que le prélude à ce qui allait suivre. 3 semaines plus tôt, elle m'avait appelé en pleurs parce que sa voiture était à nouveau en panne. Elle m'avait déjà emprunté 1200 $ en avril pour des réparations. Cette fois, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une voiture neuve et a insisté sur l'urgence. J'ai refusé, non pas par manque d'argent, mais parce que j'en avais assez d'être toujours son plan B. Honnêtement, elle n'essayait même plus. Elle séchait les cours, faisait la fête avec des gens 2 fois plus âgés qu'elle, disait à nos parents qu'elle se trouvait. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle adopterait cette attitude à mon mariage. Mais elle l'a fait. Elle a attendu mon toast de mariage. Au moment où je me levais pour remercier tout le monde d'être venu, pour parler d'amour et de construire une vie avec quelqu'un qui apporte la paix, Bethany s'est levée à son tour. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait porter un toast elle aussi. Mon verre était à mi-chemin de ma bouche lorsqu'elle l'a lancé. Le champagne a décrit un arc de cercle parfait et a explosé sur la table des desserts. Il a brisé un cadre photo d'Émilie et moi souriant au bord d'une falaise à Maui. Puis elle a attrapé le gâteau de mariage et l'a poussé comme si elle renversait une table. Il n'est pas simplement tombé, il s'est effondré. 3 étages, un délicat travail du sucre, des fleurs personnalisées tout cela étalé sur le sol. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a crié assez fort pour que les gens à l'extérieur de la salle l'entendent. Voilà ce qu'on mérite pour avoir fait semblant d'être meilleur. Le silence est devenu si grand après que j'ai entendu le téléphone vibrer. Certains invités ont regardé autour d'eux, espérant que c'était une mise en scène ou une farce. Ce n'était pas le cas. Ma mère s'est précipitée vers elle comme si elle avait été agressée, la serrant fort et disant « Il faut qu'elle se défoule ». Les parents d'Émilie m'ont regardé, incrédule. Mon témoin n'a pas bougé. Même le DJ a arrêté la musique. Bethany ne s'est pas excusée ni n'a exprimé de remords, elle n'a même pas pleuré. Elle est simplement partie, ayant fait valoir son point de vue. Je n'ai pas dit un mot. Non pas que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que ce n'était ni le moment ni l'endroit. J'ai refusé de la laisser transformer mon mariage en tribunal. J'ai souri, murmuré des mots doux à Émilie et fait un signe de tête à la coordinatrice. Le reste de la soirée s'est écoulé en boitant. Certains invités ont dansé, d'autres ont fait comme si de rien n'était,
mais aucun ne s'est vraiment remis de ce moment. Le souvenir était déjà gravé. Ce soir-là, à la maison, Émilie est restée silencieuse et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai répondu que j'allais bien. Ce n'était pas le cas, mais j'étais concentré. Pendant qu'elle enlevait sa blouse, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au portail de l'université et j'ai annulé l'acompte que j'avais versé pour les frais de scolarité de Bethany le mois dernier. 9 400 $ disparus. Puis je suis allé sur le portail de location en ligne pour le bail de l'appartement que j'avais co-signé avec elle. J'ai verrouillé le compte et l'ai marqué pour vérification. Pas d'approbation, pas de paiement de loyer. Le bail était désormais gelé, le loyer étendu dans 5 jours. Le lendemain matin, à 8h40 précise, Bethany m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé 3 SMS pour me demander ce qui se passait, pourquoi le portail était verrouillé et si j'étais responsable. Je n'ai pas répondu. Ce matin-là n'était pas la fin de tout, ce n'était que le début. Lorsqu'elle a envoyé son 6e SMS, sa confusion s'est dissipée et le dernier disait simplement « Répare ça ». J'ai coupé le son de mon téléphone et préparé du café. Je n'ai pas prévenu Émilie immédiatement, non pas pour le cacher, mais parce que je voulais un moment pour savourer le silence. Le mariage était terminé, le chaos était passé. Après des années, je n'étais plus le filet de sécurité de Bethany. Vers midi, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis elle a laissé un message vocal disant que Bethany était très bouleversée et se sentait abandonnée, et m'a demandé de la rappeler. L'ironie du sort était hallucinante. Elle n'était pas abandonnée quand j'ai co-signé le bail, payé l'acompte pour les frais de scolarité, couvert ses découverts, tiré d'affaire d'une situation difficile sur Airbnb ou envoyé 500 $ jusqu'à vendredi, ce qui a fini par se transformer en silence radio pendant 4 semaines. Personne ne m'a alors appelé pour me demander comment je me sentais. Bethany ne m'a pas adressé la parole pendant 2 jours après le mariage. Puis, à l'improviste, elle est apparue devant mon appartement. Émilie l'a aperçue par le Judas et a refusé d'ouvrir. Bethany a frappé bruyamment pendant une dizaine de minutes, frappant en rythme comme un enfant qui se bat. Émilie a finalement entrouverte la porte et m'a demandé ce qu'elle voulait. Bethany ne m'a pas salué, se contentant d'exiger quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait 5 jours pour payer son loyer, qu'elle avait dépensé l'argent de son job d'été et qu'elle comptait sur la caution pour les frais de scolarité. Elle a argué que je n'avais pas le droit de me retirer et que j'avais l'obligation morale de respecter mes engagements. Émilie a menti et a dit que je n'étais pas là, alors que j'étais dans le salon. Je n'avais aucune envie de parler à travers une porte, jusqu'à ce que Bethany exprime des remords, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est partie en criant à propos de mes droits et du fait que je ne pouvais pas tout arracher sans prévenir. Mais elle avait tort. J'ai vérifié le bail. J'étais le titulaire principal du compte, elle était la résidente. Légalement, j'avais parfaitement le droit de tout arracher, et je l'ai fait. 3 jours passèrent. Bethany m'envoya un email intitulé « Tu es sérieux ?» À l'intérieur, elle énumérait ses dépenses à venir et me suppliait de rétablir les frais de scolarité. Elle menaça d'abandonner et dit que si elle était renvoyée, ce serait de ma faute. Elle essaya de me culpabiliser, disant qu'elle avait gâché le mariage parce qu'elle était dépassée et que je lui racontais mon succès depuis des années. Elle m'accusa de m'être laissé monter la tête. Je ne répondis pas. J'ai transféré l'email à Émilie en écrivant « À ton tour de lire le cirque ». Bethany a alors enchaîné les assauts. Elle est réapparue. Cette fois, elle a attendu qu'Émilie rentre et a essayé de se glisser derrière elle. Émilie n'a pas crié. Elle a attrapé Bethany par le bras, l'a tirée dans le couloir et l'a prévenue que si elle réessayait, elle appellerait la police. Puis, sans prévenir, Émilie a attrapé Bethany par les cheveux et l'a poussée dans le couloir. Bethany a crié et trébuché, mais Émilie n'a pas bronché. Elle a fermé la porte à clé comme si elle avait sorti les poubelles. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était papa. Il a soupiré et m'a dit « Écoute, il faut qu'on parle de ta sœur ». Je lui ai demandé de quoi il voulait parler exactement. Il m'a dit que Bethany était en pleine spirale et que je devais l'aider à se remettre sur pied, que ce qu'elle avait fait au mariage n'était que de l'émotion et que je ne devais pas le prendre personnellement. Il m'a dit que j'étais assez grande pour être une personne plus forte. Je lui ai répondu que j'étais déjà cette personne depuis des années. Quand il a commencé à parler d'unité familiale, j'ai raccroché et j'ai su alors ce que personne d'autre n'admettrait.
Bethany n'était pas en pleine spirale. Elle était juste en train de sombrer. Après qu'Emily ait mis Bethany dehors, nous n'en avons pas parlé tout de suite. Ce n'était pas gênant. Nous sommes simplement restées silencieuses. Je nous ai servi du vin et nous nous sommes assises sur le canapé comme si de rien n'était. Mais quelque chose a changé entre nous, pas mal, mais stable, comme si Emily avait tracé une ligne indélébile à l'encre, et qu'aucun de nous n'avait à deviner où elle se trouvait. Bethany n'est pas revenue le lendemain, mais elle n'a pas disparu non plus. Elle a commencé à envoyer des textos à Emily, des excuses mêlées à des culpabilisations, prétendant être mature mais terminant toujours par un « il me doit quelque chose ». Emily les a tous ignorés et a bloqué le numéro de Bethany après le 4e message. Puis Bethany a changé de tactique. Elle a envoyé un texto à nos parents, disant qu'Emily l'avait agressée physiquement et la traitait comme une chienne errante. Elle s'est présentée comme la victime, affirmant être venue pour se réconcilier et avoir été prise au piège. C'est là que la conversation familiale a explosé. Papa nous a tous ajoutés, moi, Emily, maman et Bethany, et a écrit. Discutons franchement, sans crier ni bloquer. Nous sommes toujours une famille. Bethany a dit qu'elle se sentait invisible, blessée et oubliée, m'accusant de lui avoir remonté mon succès au visage pendant des années. Maman est intervenue, réclamant pardon, soulignant que Bethany était encore en train de se trouver, et a conclu par « c'est toujours ta petite sœur ». Emily a quitté la conversation. J'ai regardé l'écran un long moment avant de répondre en 3 phrases. Ce n'est pas un bébé. Elle a 22 ans et doit apprendre le prix du manque de respect. Personne n'a répondu. 2 jours plus tard, j'ai appris par un cousin que Bethany avait fait ses valises et quitté son appartement, incapable de payer son loyer ou de trouver un sous-locataire. La société de location m'a contacté pour les derniers papiers. Je n'ai pas contesté. J'ai signé pour protéger ma solvabilité et je suis passé à autre chose. Mais Bethany m'a surpris. Elle s'est réinscrite à l'école, sous le nom de nos parents. Ils avaient discrètement payé les frais de scolarité après toutes ces plaintes et ces culpabilisations financières. Ils en avaient les moyens, ils ne voulaient juste pas dépenser pour elle et me mettaient la pression. J'en avais fini. Je n'étais pas en colère. J'avais juste l'impression d'avoir trouvé la solution. Emily et moi étions assis sur le balcon ce soir-là, buvant du vin bon marché et mangeant les restes. Je lui ai dit que je me sentais soulagé d'un poids que je portais depuis 10 ans. Elle a souri et m'a dit « Bien. Maintenant, on peut vivre ». Ce fut la première nuit où j'y ai vraiment cru. Une semaine après le départ de Bethany, le calme revint. Plus de textos mannequins. Plus de visites surprises. J'avais l'impression que la tempête était passée, jusqu'à ce que maman appelle brusquement, non pas pour un « salut » ou un « comment vas-tu », mais pour dire « Tu seras à l'anniversaire de papa samedi prochain, n'est-ce pas ?» Bethany y Sarah. Je veux que vous parliez comme des adultes. Arrête d'être si froide. Cela me parut étrange. J'étais censée être la plus froide, pas la sœur qui saccageait un gâteau de mariage, criait et dépendait de moi pendant des années pour semer le trouble. Elles étaient furieuses contre moi. J'ai raccroché sans donner mon accord. Plus tard, Emily et moi avons planifié le dîner et n'en avons parlé qu'à la moitié du repas. Elle a dit qu'on ne devrait pas y aller, et j'ai accepté. Le vendredi précédant la fête, Bethany m'a envoyé une demande Venmo de $1800 avec le message « gâteau et cadre cassé ». MDR. On est quitte. J'ai tendu le téléphone à Emily et je suis sorti sur le balcon. À mon retour, elle avait l'air très calme. Je lui ai demandé ce qu'elle avait écrit. Elle a haussé les épaules et m'a répondu « ça ne va pas lui plaire ». 15 minutes plus tard, Bethany nous bloquait toutes les deux. Nous avons séché la fête d'anniversaire de papa. Bethany y est allée, non sans mal. Elle portait une combinaison blanche qui ressemblait étrangement à une robe de mariée. Une cousine nous a envoyé des photos avec la légende « Elle ne va pas bien ». Bethany était venue avec un agent immobilier rencontré 2 semaines plus tôt et avait annoncé à la moitié des invités qu'ils emménageraient bientôt ensemble. Aux autres, elle avait promis que « de grandes choses » allaient arriver, répétant sans cesse cette phrase. Puis le coup de théâtre est arrivé. Bethany a lancé un podcast intitulé Bloodline Bruise. Grandir avec l'enfant chéri, le teaser a été diffusé sur Instagram et TikTok. Elle disait des choses comme « Je pensais que la famille était synonyme de sécurité » et « Parfois,
les personnes les plus toxiques sont celles qui partagent votre nom de famille. C'était tellement théâtral qu'on aurait dit un scénario. Mais elle n'avait pas fini. À la fin de la vidéo, elle remerciait le sponsor d'une application de thérapie, celui-là même que je lui avais présenté un an plus tôt, lorsqu'elle m'avait appelé en pleurant depuis les toilettes pendant une crise de panique. Bethany avait signé un contrat. La vidéo a été vue plus de 10 000 fois en 24 heures. Les commentaires étaient remplis de personnes la qualifiant de courageuse et lui demandant conseil. Le podcast en lui-même ne m'intéressait pas, mais je me sentais mal à l'aise, comme si j'étais lentement intégré à l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis elle m'a envoyé un email avec pour objet « Parlons-en ». Son message était court « J'aimerais vous rencontrer. Pas de drame, juste une conversation. J'ai des choses à vous dire. Je pense que vous serez fiers de moi. Pas d'accusation, pas d'insulte, juste calme et parfaitement posé. » Émilie l'a lu 2 fois et a dit « Elle n'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Elle tend un piège. » J'ai répondu en une seule phrase « Émilie sera là aussi. » Elle n'a jamais répondu. Mais je sentais que ce n'était pas fini. J'avais raison. 3 jours plus tard, mes parents sont arrivés à l'improviste à 19h15, alors qu'Émilie et moi dînions. J'ai entr'ouverte la porte, mais je n'ai rien dit. Papa m'a fait signe de la main, comme si c'était une simple visite amicale. Maman, son sac à main sur l'épaule, comme si elle comptait rester, a dit « On veut juste parler calmement ». Je leur ai dit qu'ils avaient 3 minutes, mais ils sont quand même entrés. Émilie est restée dans la cuisine, les bras croisés, silencieuse sans sourire artificiel. Tout le monde savait où elle en était. Maman m'a dit que Bethany traversait une période de transformation et regrettait profondément ses erreurs. Elle prétendait que le podcast était sa façon de gérer les choses et que je ne devais pas le prendre personnellement. Papa m'a dit que Bethany voulait une relation avec moi, mais qu'elle ne savait pas comment le dire. Quand je leur ai demandé si Bethany leur avait vraiment dit ça ou s'ils espéraient juste que je le croie, ils n'ont rien dit. Puis maman a lâché la vérité. Bethany allait retourner vivre chez eux temporairement, le temps de se remettre sur pied. Emily pose un soupir. La situation était claire maintenant. Il payait ses frais de scolarité, la laissait revenir et était là pour s'assurer que je ne complique pas les choses. Il ne faisait pas de médiation, il gérait. Je leur ai demandé s'ils avaient déjà dit à Bethany que ce qu'elle avait fait au mariage était mal. Ils ont dit qu'elle était dépassée ou qu'ils ne voulaient pas tout gâcher. J'ai insisté à nouveau, l'un de vous lui a-t-il dit que c'était mal? Ils sont restés silencieux. Cela répondait à tout. Ils n'étaient pas fâchés contre elle. Ils étaient gênés. Le moyen le plus simple de dissiper cette gêne était de me la faire porter. Je leur ai dit que j'en avais fini avec l'argent, la culpabilité et les jeux. S'ils voulaient continuer à financer la vie de Bethany, ils le pouvaient, mais plus avec moi. Je leur ai dit qu'ils avaient fait un excellent travail en élevant une fille qui ne se soucie pas des conséquences. Puis je leur ai demandé de partir. Ils ont hésité, mais sont partis. Bethany ne m'a plus jamais contacté après ça, mais le podcast a continué. Le 2e épisode parlait de frères et sœurs narcissiques, le 3e intitulé « Quand ils vous font passer pour des fous ». Émilie et moi avons ri. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié le bail de notre appartement, il nous restait 8 mois. J'ai fait les calculs et j'ai dit à Émilie qu'on devrait partir en voyage, loin, au chaud, loin de tout ce drame. Elle a souri. Le lendemain matin, nous avons réservé un vol aller-retour pour les Maldives et sommes partis 6 semaines plus tard. Pas de famille, pas de drame, juste la paix. Le genre de paix enfin méritée. 2 jours avant le vol, j'ai reçu un dernier message de Bethany, juste un emoji de feu. Sans contexte, sans mots, comme un vague avertissement ou un rappel qu'elle nous observait encore. Je l'ai montré à Émilie pendant que nous récupérions les étiquettes de bagages. Elle n'a même pas réagi. Elle a juste scanné sa carte d'embarquement et a dit « Parfait. Laisse-la brûler ». J'ai bloqué le numéro. C'était le dernier détail avant notre voyage. Le silence régnait également chez tout le monde. Papa n'a pas appelé. Maman m'a envoyé un simple message du genre « J'espère que tu vas bien », que j'ai ignoré. Fini les sermons et les culpabilisations. Je crois qu'ils ont enfin compris que je ne serais pas celle qui réparerait tout ce qu'ils avaient cassé. Pas cette fois. Nous avons quitté les Maldives un jeudi matin, sans escale ni pré.